Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous accueillir pour cette Assemblée Générale du groupe LVMH. Je déclare l'Assemblée ouverte et je vous remercie tous de votre présence. Nous avons donné la possibilité aux actionnaires, vous verrez tout à l'heure, de poser des questions et c'est l'objet d'un clip que nous allons diffuser. Les scrutateurs seront aujourd'hui représentés, Christian Dior d'une part par Antoine Arnaud et Financière Agache par Nicolas Bazir. Je désigne comme secrétaire M. Jérôme Sibyl, qui est notre directeur juridique. L'ordre du jour, vous le connaissez, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et cette assemblée, comme nous le faisons habituellement, sera organisée sous la forme de présentation, celle des chiffres, celle des commentaires, les questions avant les votes. Ensuite, un petit mot juste avant de passer la parole à M. Guilloni pour souligner que votre entreprise a réalisé en 2022 une année record. Vous avez les chiffres qui sont là. Et nous avons donc enregistré des résultats qui nous permettent d'avoir beaucoup de confiance sur l'avenir et surtout le potentiel du groupe. Vous avez ces résultats devant les yeux. Ces résultats ne sont qu'une conséquence de l'action de tous et je reviendrai après que M. Jean-Jacques Guilloni ait commenté ces chiffres sur ce qui me paraît être l'essentiel, c'est-à-dire autre chose que les chiffres. Voilà, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire quelques commentaires rapides sur les chiffres de l'exercice 2022, un peu aussi de l'exercice 2023, puisque nous avons publié nos ventes pour les 3 premiers mois de l'année. Donc, je commence par les ventes de l'exercice 2022. Décomposé, c'est à peu près la même chose tous les ans en termes de présentation. Donc, décomposé entre la croissance organique, 17% de progression l'année dernière, un effet périmètre qui a été nul, à la différence de l'année précédente. Vous vous souvenez qu'on avait consolidé Tiffany, donc on avait un effet périmètre important et un effet de change positif, ce n'est pas tous les ans le cas, un effet de change positif de 6%, essentiellement lié à l'appréciation du dollar américain par rapport aux nos principales devises et en particulier l'euro. Donc au total, une progression des ventes de 23% et nous avons tangenté 80 milliards de ventes l'année dernière. Inutile de dire que c'est un record. Alors pour le premier trimestre, ce que vous voyez de cette année, donc ce que vous voyez, c'est qu'on est sur la même tendance, 17% de croissance organique des ventes, donc même tendance que l'année dernière. Différence néanmoins, pas d'effet de change, le dollar est à peu près stable par rapport à la même période de l'année dernière, à un niveau élevé, donc nous ne nous en plaignons pas, et pas d'effet de périmètre non plus. Donc au total, 17% de progression et 21 milliards sur le trimestre. L'équilibre des ventes de l'année dernière, toujours intéressant à regarder. Premier pays du groupe, les États-Unis, 27% des ventes totales. Première zone du groupe, l'Asie, avec 30% des ventes. On a une progression, vous verrez tout à l'heure pourquoi, progression de l'Europe qui est à 24% et le Japon qui est notre quatrième zone est stable à 7% des ventes. En termes de répartition par groupe d'activité, vous voyez de manière assez schématique la façon dont ça se passe. La moitié des ventes sont en mode et maroquinerie, 20% à peu près en distribution sélective et le reste se distribue entre nos 3 autres groupes d'activité. Il y a assez peu d'évolution d'une année sur l'autre de cette répartition, donc je passe rapidement. Alors peut-être plus important et plus significatif à discuter, c'est la croissance de nos différents groupes d'activité l'année dernière. Donc je vais commenter juste la colonne de droite qui est la croissance organique. Vous voyez, je crois que c'est assez évident, que d'abord tous nos métiers ont progressé à 2 chiffres. C'est assez important pour être noté. Vous voyez aussi que le principal d'entre eux, la mode maroquinerie, est celui qui a eu la progression la plus rapide, avec 20%. Vous voyez aussi le rebond de la distribution sélective, qui avait quand même connu, à la faveur des problèmes sanitaires que le monde a connus, 2 années un peu compliquées en 2020 et en 2021, et grâce notamment au progrès de Sephora, nous avons enregistré 17% de croissance de nos ventes organiques l'année dernière et les autres groupes d'activité
privés s'en sortent plus qu'honorablement avec des croissances autour de 10% ou un peu supérieures à 10%. Alors le compte de résultat proprement dit vous est présenté sur la slide. Je ne reviens pas sur les ventes, donc et leur progression à près de 80 milliards de 23%. Avec la marge brute a progressé à peu près dans les mêmes progressions. Elle se situe à un niveau très élevé, 68,4%, qui est un niveau qu'on avait atteint qu'en 2021, donc c'est tout à fait satisfaisant. Le résultat opérationnel courant, qui est l'indicateur de gestion numéro 1 du groupe, sur lequel je reviendrai un peu en détail par groupe d'activité derrière, a progressé de 23%, donc en ligne avec les ventes, ce qui veut dire que notre marge à 26,6% était stable par rapport à l'année dernière. Vous vous souvenez peut-être qu'avant la pandémie, le niveau des marges était plutôt entre 20 et 22% selon les années. Donc vous voyez qu'on a franchi un cap avec plus de 26% et que nous nous y tenons, puisque nous l'avons fait en 2021, mais nous l'avons fait aussi en 2022. Les autres produits et charges opérationnelles ne méritent pas de commentaires particuliers. Le résultat financier se dégrade pour deux raisons. La première, qui n'a échappé à personne, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. La deuxième, c'est que nous enregistrons dans ce poste la variation des plus-values latentes sur le portefeuille d'investissement financier. Et cette variation, ces plus-values latentes ont baissé l'année dernière alors qu'elles avaient augmenté l'année d'avant. Donc en écart, c'est assez significatif, même si économiquement, ça ne veut pas dire grand-chose, d'autant que les cours de bourse ayant remonté, ces plus-values latentes se sont reconstituées en début d'année. Le taux d'impôt du groupe s'élève à 26%, ce qui correspond à une charge d'impôt de 5,3 milliards. C'est un peu plus en cash encore, mais 5,3 milliards dont la moitié pratiquement est payée en France. J'entends encore dire que les grands groupes de luxe ne paient pas d'impôts. Et enfin, le résultat net part du groupe, 14 milliards d'euros, c'est bien évidemment un record, il est en progression de 17%. Alors un mot maintenant sur justement le résultat opérationnel courant, donc notre principal indicateur de performance. Vous voyez qu'il a bien progressé, bon, il a progressé de 23%, je vous l'avais montré précédemment, mais il est bien progressé par groupe d'activité, que ce soit dans les vins spiritueux, la mode maroquinerie, les montres et joailleries, et surtout la distribution sélective, qui a consolidé le retournement de son activité, non seulement en vente, comme vous l'avez vu précédemment, mais aussi en profitabilité. On a eu pratiquement 50% de progression de son résultat. Je passe à la diapositive suivante, voilà, dans laquelle je vous montre rapidement la variation de ce résultat. Je ne rentre pas dans le détail. Ce que je veux juste vous dire par là, c'est que bien évidemment, les effets de change nous ont un peu aidés l'année dernière, mais que l'essentiel de la progression du résultat opérationnel courant provient de la croissance organique, qui fait 3 milliards contre uniquement 1 milliard pour l'effet de change. Un mot sur notre bilan, un mot uniquement. Nous avons 130 milliards de total de bilan. Les capitaux propres, qui représentent à la fois la richesse de l'entreprise et le gage de sa solidité, représentent 42% du total. Le reste mérite peu de commentaires dans la mesure où nous n'avons pas eu d'acquisitions qui ont bouleversé la structure du bilan. Je vous dirai un mot de la dette tout à l'heure. Le cash flow est resté solide, 10 milliards de cash flow. Il n'est pas tout à fait au niveau de 2021, qui avait été bien évidemment favorisé par les effets de sortie de crise qui sont non répétitibles. Donc on a eu un cash flow qui s'est davantage normalisé cette année. Il y avait eu des cessions d'actifs en 2021, il y a eu plutôt des acquisitions sur notamment des actifs immobiliers en 2022. Donc l'un dans l'autre, on a un niveau de cash flow qui est tout à fait favorable. Et qui permet, c'est ce que vous voyez sur la slide qui vous est projetée, qui permet à la dette de baisser légèrement. Elle était de 9,6 milliards, elle a baissé à 9,2 milliards. Le chiffre peut être impressionnant, 9,2 milliards, mais enfin, quand vous le rapportez aux capitaux propres, comme vous le voyez sur la petite courbe qui vous est faite, ça fait 16% des capitaux propres. C'est un niveau qui, vous voyez, est plutôt bas dans les 5 ou 6 dernières années et bien évidemment ne pose absolument aucun problème de solvabilité au groupe. Le dividende, sujet important puisqu'il vous sera amené à vous prononcer sur l'approbation ou non de ce dividende tout à l'heure. Donc nous proposons à vos suffrages un dividende de 12 €, sachant que nous avons déjà payé 5 € au mois de décembre au titre d'acompte. Donc ça sera un dividende final qui sera payé jeudi prochain, je crois, de 7 € si vous l'approuvez, en progression de 20%, ce qui est une progression à peu près en ligne avec celle du résultat net que je vous ai montré tout à l'heure. Et enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer l'évolution du cours de bourse comparée à celle de l'indice CAC 40. Donc vous voyez que depuis 2021, depuis le début de 2021, nous avons
progressé de 23% quand l'indice ne progressait que de 5%, et la progression serait encore plus flatteuse si on le regardait depuis le 1er janvier de cette année, puisque nous sommes en progression de pratiquement 30%. Je vous remercie pour votre attention. Alors, avant de passer à une rapide revue des activités du groupe en 2022, je voudrais d'abord vous dire que les résultats dont vient de parler Jean-Jacques Guyoni sont la conséquence d'un travail exceptionnel de nos équipes d'artisans, de nos équipes dans les boutiques, de nos équipes de direction, de nos managers et de nos créateurs. Et donc, avant de rentrer un peu dans le détail de tout ça, je voudrais les remercier chaleureusement et les féliciter. Et il y en a un certain nombre ici, un certain nombre de collaborateurs du groupe qui sont venus, qui sont actionnaires d'ailleurs, puisque nous avons un plan qui permet à pas mal d'entre eux d'avoir des actions. Je voudrais les remercier pour ce travail extraordinaire de l'année 2022 et souligner aussi que ce n'est qu'un début et qu'on va continuer évidemment en 2023. D'ailleurs, c'est bien parti, puisque en 2023, les chiffres du premier trimestre sont bons, très bons, peut-on dire, et ça continue au mois d'avril. Voilà, donc attendons la suite, mais pour l'instant, ça a l'air très bien parti. Alors, sur l'année 2022, avant d'y passer, attendez, oui, on m'a dit, il y a des slides, comme d'habitude. Il y a donc deux petits clips, hein, l'un avec les questions que nos collaborateurs ont retenues parmi les interviews qui ont été faites auprès des actionnaires, et l'autre d'un économiste qui est M. Bouzou sur la position d'LVMH dans l'économie française. En 2022, le monde a connu de nombreux bouleversements géopolitiques, sociaux et environnementaux. Dans ce contexte, vous avez salué la forte capacité de résilience du groupe LVMH, marquée par des performances boursières et des résultats financiers que vous avez qualifiés d'exceptionnels. En votre qualité d'actionnaire du groupe LVMH, vous vous interrogez naturellement sur les conséquences de la situation géopolitique et de la crise sanitaire. La stratégie et les résultats du groupe à moyen et long terme ont-ils été impactés? Vous estimez que l'année 2022 a conforté le cap stratégique poursuivi par le groupe. Cette année, la collaboration avec Yayoi Kusama, la nomination de Pharrell Williams en qualité de directeur créatif homme de Louis Vuitton, la montée en puissance de Tiffany & Co, le développement de nos activités dans le domaine de la joaillerie et des vins et spiritueux, et les journées particulières LVMH ont particulièrement retenu votre attention. Vous êtes nombreux à considérer que le groupe a su faire preuve d'une grande créativité en ayant toujours à cœur la recherche de l'excellence et la création de valeur pour toutes et tous. Résolument tourné vers l'avenir, vous avez manifesté un grand intérêt pour les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance en saluant les changements stratégiques survenus au sein de la direction de votre groupe et en renouvelant cette année encore vos encouragements envers notre démarche de progrès sur les sujets environnementaux. Alors maintenant, on passe au deuxième clip sur des questions ayant trait à l'économie et LVMH dans la France et le monde en général. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette Assemblée Générale. Vous vous en souvenez peut-être, l'année dernière, lors de l'Assemblée Générale 2022, je vous avais présenté l'empreinte économique du groupe LVMH au niveau français. Alors,
Je vous rappelle rapidement ce qu'est l'empreinte économique. Un groupe comme LVMH, bien évidemment, il génère des emplois directs, mais il génère aussi des effets économiques indirects. Les sous-traitants, tout ce qui est lié à la sous-traitance, les emplois, la valeur ajoutée, tout ce qui est lié à la consommation des salariés d'LVMH, ça c'est ce que l'on appelle les effets induits. Et puis les effets indirects, les effets induits, ils ont des effets en chaîne sur l'économie. Et donc quand on regarde les effets directs, les effets indirects, les effets induits et les effets en chaîne, on a l'empreinte totale d'une entreprise ou d'un groupe. Alors pour LVMH, pour mémoire, les chiffres étaient très spectaculaires. Donc au niveau national, l'empreinte était de l'ordre de 145 000 emplois. Si on regardait les prélèvements obligatoires, ça représentait plus de 5 milliards d'euros. Donc c'était tout à fait colossal. Alors cette année, on a décliné cet exercice au niveau territorial, au niveau départemental. Et c'est tout à fait passionnant parce que, en fait, ce que l'on voit, c'est que l'empreinte d'LVMH, elle est très répartie géographiquement. Pourquoi c'est important? Parce que dans les économies modernes, vous avez une tendance à la métropolisation. Ce que je veux dire par là, c'est que l'économie, spontanément, elle crée plutôt de la richesse dans les grandes métropoles, dans les très grandes villes. LVMH joue un rôle qui va à l'inverse de cette évolution naturelle, avec des empreintes économiques qui sont très bien réparties sur l'ensemble du territoire français. Je vais vous prendre deux exemples pour être très concret. Premier exemple, c'est l'exemple du territoire de la Champagne. Alors, la Champagne, c'est 3 départements, l'Aisne, l'Aube et la Marne. L'empreinte totale d'LVMH sur ce territoire de la Champagne, c'est 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 900 millions d'euros de valeur ajoutée, et ça représente plus de 5000 emplois, 1,6% de l'emploi salarié privé de la région. Donc ça représente la valeur ajoutée, par exemple, l'équivalent du PIB d'une ville comme Épernay. Alors, on va regarder un deuxième territoire qui est le territoire de l'Allier. Alors, pourquoi l'Allier? L'Allier, c'est un territoire dans lequel LVMH est très présent du point de vue de la maroquinerie. C'est un territoire donc, qui est situé en région Auvergne-Rhône-Alpes, territoire qui a connu une désindustrialisation qui est relativement forte. Donc c'est intéressant de regarder ce que peuvent apporter des entreprises comme LVMH. Si on regarde l'emploi salarié dans l'Allier, l'empreinte économique en termes d'emploi salarié dans l'Allier, ça représente plus de 3%, LVMH, l'empreinte d'LVMH, plus de 3% de l'emploi total de ce département. Donc vous voyez que c'est tout à fait spectaculaire. On voit bien qu'au-delà des questions économiques, il y a une aspiration de nos concitoyens à pouvoir vivre dans des territoires qui ne sont pas simplement les territoires métropolitains. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette étude pour montrer qu'il y avait des groupes comme LVMH qui contribuent à faire en sorte que la vie économique, la vie sociale, et puis, elle puisse se dérouler sur l'ensemble du territoire français. Bon, effectivement, c'est très intéressant de voir comment le groupe est implanté dans les territoires français et contribue au développement de l'emploi et de la poursuite de l'artisanat français, choses pour lesquelles d'ailleurs nous sommes extrêmement motivés et concernés, comme nous vous l'expliquons tout à l'heure. Madame Chantal Gamperlé, qui s'occupe de tout cela en tant que directrice globale des ressources humaines, vous expliquera par exemple notre Institut des métiers d'excellence qui forme dans l'ensemble des régions des artisans pour l'avenir de nos métiers, pour l'avenir de nos entreprises et qui ensuite peuvent aussi, après la formation, aller dans d'autres entreprises. Alors, puisque les chiffres ont déjà été bien commentés, vous direz que ce qui est intéressant de voir, en passant en revue rapidement l'ensemble de nos marques, ou les plus importantes en tout cas, c'est le moteur de tout cela. Le moteur principal, je crois que je vous l'avais déjà dit l'an dernier, c'est notre capacité collective à créer le désir par des produits innovants et par des produits dont la qualité est exceptionnelle et qui sont particulièrement résistants, techniquement innovants et parfaitement adaptés également à tout ce que nous
pousse à faire maintenant la contrainte mondiale de l'écologie, du réchauffement climatique, etc. Et ça aussi, dans une deuxième présentation, Antoine vous parlera de tous les efforts que l'on fait au niveau de la production sur ces questions qui, aujourd'hui, pour tous, pour nos salariés, pour nos actionnaires, pour l'environnement en général, sont de la plus haute importance. Alors, si on regarde maintenant les différents domaines d'activité, on va commencer par le plus important qui est la mode et maroquinerie, et par la plus importante de nos maisons qui est Louis Vuitton. Alors, Louis Vuitton, je voudrais d'abord, étant donné qu'il y a eu un changement au niveau de sa direction, remercier et féliciter Michael Burke, qui est ici. Michael a fait un travail extraordinaire pendant 10 ans dans... C'est lui qui a permis à cette maison emblématique, on ne donne jamais les chiffres de chaque marque, mais pour une fois, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est lui qui a porté cette maison formidable au-delà des 20 milliards de chiffre d'affaires, qui est une première mondiale dans l'histoire du luxe. Donc, maintenant, Louis Vuitton est dirigé par Pietro Beccari, qui est ici, et qui a très brillamment, pendant 5 ans, développé la maison Christian Dior, voilà, qui aujourd'hui est reprise par Delphine et par Charles de la Palme, qui sont ici aussi et qui ont une tâche importante devant eux, qui est de poursuivre le développement formidable des 5 dernières années, initié par Pietro et par l'équipe de création, pendant au moins les 5 prochaines années. Alors, chez Louis Vuitton, il s'est passé beaucoup de choses. En 2022, rapidement, on a ouvert plusieurs ateliers, dont celui de Vendôme, que je vous invite tous à aller visiter parce qu'il est extraordinaire. Il est dans un bâtiment du 18e, magnifique, que l'on a complètement reconverti. On a donc créé, je crois, entre 300 et 400 emplois localement, et tous ces bâtiments sont conçus avec un souci écologique évident que l'on voit quand on les visite, qui permet de limiter les déperditions d'énergie au maximum. C'est à Vendôme que l'on réalise certains des produits les plus exceptionnels de la maison Vuitton, et tout ça avec un travail manuel impressionnant. En 2022 aussi, on a lancé avec Louis Vuitton, là au niveau créatif, et avec la collaboration de Nicolas Ghesquière, qui est dans la maison lui aussi depuis près de 10 ans, et qui a collaboré avec Kusama, cette artiste japonaise tout à fait emblématique, avec laquelle la maison Vuitton avait d'ailleurs travaillé il y a une quinzaine d'années, et dont le résultat des produits est exceptionnel. Vous avez peut-être vu les façades, par exemple, des Champs-Élysées, ou celle qui est maintenant au Pont-Neuf, sur l'immeuble Vuitton, avec les créations de Kusama, ces pastilles de toutes les couleurs magnifiques, que l'on retrouve aussi sur les produits. Alors aujourd'hui, je n'ai pas mis mes baskets Kusama parce que on m'a dit qu'il faut mettre une cravate, etc. Mais d'habitude, on est tous habillés avec des t-shirts à pastilles et des baskets. Bon, ça va changer parce que chez Vuitton, ça change tous les 6 mois, mais pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Et ça a d'ailleurs pas mal de succès, puisque certains de ces produits sont out of stock. Chez Vuitton, nous avons fait aussi de nombreux défilés. Et il y en a d'ailleurs un la semaine prochaine où seront Pietro et Nicolas Ghesquière à Séoul, qui devrait être assez emblématique, sur un pont que j'ai visité il y a 15 jours, sur lequel là, il y a
un metteur en scène coréen, j'ai vu, qui va nous faire une présentation fantastique. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller parce que la semaine prochaine, je serai à l'ouverture du magasin Tiffany à New York, qui lui aussi devrait être absolument exceptionnel. Voilà. Signalons quand même un élément très important chez Louis Vuitton, c'est l'arrivée de Pharrell Williams comme directeur artistique des collections Hommes. Pharrell, on le connaît depuis longtemps, il a déjà travaillé dans le passé avec Louis Vuitton. On a vu ensemble cette semaine les premières ébauches de collections qui vont être présentées au mois de juin. Ça a l'air très, très intéressant. Je voudrais aussi mentionner, puisque c'est arrivé la semaine dernière, l'ouverture de la boutique de Vienne, qui est formidable. Donc, si vous allez à Vienne, c'est une ville magnifique, ne ratez pas la boutique Louis Vuitton. Au passage, puisqu'on parle de Louis Vuitton, grand succès cette année et l'année dernière de la Fondation Louis Vuitton, avec l'exposition Monet Mitchell, qui a fait un record d'entrée. Vous avez, un certain nombre d'entre vous, je pense, l'ont visité. Vous avez pu voir la qualité des œuvres et l'intérêt, c'est la première fois que c'était réalisé, de mettre en perspective et en parallèle les tableaux de Monet, certains tableaux d'ailleurs exceptionnels. Il y avait un triptyque que Monet n'avait pas réussi à vendre au début du siècle dernier, qui avait été donc vendu en 3 morceaux à 3 musées américains différents. Et c'est la première fois que les 3 tableaux ont été réunis. Je crois qu'ils faisaient à peu près 14 mètres de long. C'est absolument exceptionnel. Et il y avait les tableaux de Mitchell en contrepoint. C'était magnifique. Et aujourd'hui, c'est Warhol Basquiat, donc grand succès de la Fondation Louis Vuitton. Voilà pour Vuitton. Concernant Dior, qui continue sur sa formidable lancée, signalons une exposition qu'on a vue ensemble il y a aussi une quinzaine de jours à Tokyo, qui s'appelle Christian Dior, Designer of Dreams, formidable. C'est la plus belle exposition Dior que j'ai jamais vue, et elle a d'ailleurs un succès, tout est plein jusqu'à la fin de l'exposition, toutes les réservations sont pleines, et donc c'est une exposition qu'on va ensuite faire voyager avec un metteur en scène très exceptionnel. Signalons aussi le concept store incroyable de Dior à Séoul, et bien entendu l'an dernier, ça paraît déjà loin, c'était il y a 1 an, pas si loin, l'ouverture du 30 Montaigne, qui est, jusqu'à peut-être la boutique Tiffany la semaine prochaine, peut-être la plus belle boutique de luxe au monde. Donc encore une semaine. Après, il va falloir continuer sur la lancée. Signalons aussi le fait que Dior a complètement entouré le magasin Harrods à Londres pendant les fêtes avec du pain d'épices. Peut-être un certain nombre d'entre vous l'ont vu, formidable. Les produits se sont arrachés, il y avait un petit café Dior, c'était absolument magnifique. Et puis tous les défilés, le défilé au pied des pyramides, le défilé à Séville, le défilé à Séoul et le dernier en date qui est le défilé à Mumbai en Inde, absolument magnifique. Bon, voilà, pour les 2 maisons les plus emblématiques de la mode. Alors, les autres se portent bien aussi, se développent bien. Par exemple, Céline, qui, comme je l'avais annoncé dans cette assemblée, quand nous l'avons acheté, a allègrement dépassé les 2 milliards de chiffre d'affaires pendant l'année 2022 et s'approche allègrement des 3 milliards. Et bon, ça, c'est une conséquence, ces chiffres, une conséquence de l'attraction de nos produits. Et donc, ce qui est très, pour moi, encourageant, c'est de voir que Céline, aujourd'hui, dans les maisons de mode, c'est la 5e la plus désirable. Les 4 premières étant Vuitton, Dior. Après, il y a 2 concurrents que je ne citerai pas. Je ne veux pas faire de publicité pour les concurrents, mais vous pouvez imaginer quelles sont ces 2 marques. Et après, 5e, c'est Céline. C'est quand même assez extraordinaire. Une autre marque qui se développe aussi très bien, un peu plus petite, mais en pleine progression, c'est Loewe, avec Jonathan Anderson, qui est un créateur également plein de potentiel. Et puis, toutes les autres,
une marque qui a beaucoup de succès, qui n'est pas vraiment sur le même modèle de fonctionnement, mais qui produit des vêtements d'une qualité étonnante et qui devient de plus en plus désiré, c'est l'Europiana. Un grand succès de l'Europiana, les chiffres sont en forte croissance, et ça marche très bien. Bon, je ne vais pas toutes les passer en revue parce que la matinée ne suffirait pas. Maintenant, passons à la beauté. La beauté, alors là aussi, un changement majeur dans le management de la beauté. Et je tiens là aussi à remercier tout d'abord Claude Martinez, qui a géré la beauté pour LVMH pendant de nombreuses années et qui maintenant va s'occuper, et je le remercie parce que le succès de Dior, c'est lui qui l'a fait, très grande partie, et il va passer maintenant à toute notre activité de recherche, de développement de nouveaux produits, tous nos centres de recherche. Vous savez qu'on a eu quelques petits problèmes avec le centre de recherche qu'on devait installer à un moment à côté de l'école polytechnique. Bon, et enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça parce que ça serait trop long, mais finalement, les Français sont les Français. Ils sont venus se faire du sitting sur l'endroit pour expliquer que ce n'était pas bien du tout d'avoir une entreprise capitaliste qui s'installe à cet endroit-là où vous voulez quand même investir 100 millions, embaucher 100 chercheurs. Vous avez dit non, il vaut mieux que ce soit l'État qui le fasse. On va voir, pour l'instant c'est un champ vide, il y a quelques grenouilles qui se promènent au milieu, et on verra dans 20 ans s'ils ont fait quelque chose. En tout cas, nous, on a arrêté les frais, parce que ce n'est pas la peine de s'énerver, et on va ailleurs, où là on est bien reçu. On était d'ailleurs invités dans le monde entier, notamment en Angleterre, dans des universités prestigieuses qui non seulement voulaient nous avoir, mais voulaient nous subventionner. Comme nous sommes de bons Français, on va quand même rester en France. Vous voyez, on est quand même, voilà, malgré toutes les critiques des uns et des autres, on reste quand même attaché à la France. Juste au passage. Donc, Claude Martinez va superviser tout ça. Et maintenant, nos activités de beauté sont dirigées par Stéphane Rinderknecht, à qui je souhaite tous mes voeux de développement et de réussite pour ces marques emblématiques qu'il a maintenant en main et dont la réussite dans un certain nombre de pays est assez formidable. La place, par exemple, au Japon, où nous sommes allés récemment, le groupe LVMH et Dior en particulier est la première marque de produits de beauté, parfums, cosmétiques, produits de soins vendus au Japon, devant un groupe, il connaît un petit peu, qui s'appelle L'Oréal, mais qui est bien derrière, avec ses produits, bon, je ne veux pas être désagréable, c'est une belle entreprise, même s'il est plus petite, c'est une belle entreprise. Mais enfin, quand même, c'est pas mal, et on est en train de développer beaucoup la désirabilité, qui, bon, Dior est une marque qui est dans les premières, dans beaucoup de pays, la première au monde, par exemple en France, au Japon, en Angleterre, les produits, les parfums. Nous avons un parfum extraordinaire qui s'appelle Sauvage, qui est le premier parfum au monde. Pourtant, on ne l'a pas lancé il y a très longtemps, il y a 4-5 ans, et qui continue à se développer formidablement. Bon, là aussi, je pourrais parler de ça, de cette activité très très longtemps. Je voudrais aussi souligner l'arrivée de Véronique Courtois à la tête de la marque Dior. Véronique qui travaille avec nous depuis longtemps, qui était la CEO, la PDG de Guerlain, et qui connaît très bien Dior parce qu'elle a travaillé chez Dior Parfum pendant des années, et qui arrive maintenant, qui est en charge maintenant de la marque mondialement. Les vins et spiritueux, autre activité emblématique, qui se portent bien, qui ont eu beaucoup de réussite, notamment avec le champagne. Certains endroits du monde où, quand on va dans un restaurant, les propriétaires viennent me voir en disant « Monsieur, on voudrait des bouteilles de Dom Pérignon. » Voilà, parce qu'on n'en a pas suffisamment. Monsieur Schaus, voilà. Mais la quantité étant limitée, on ne peut pas en inventer.
mais ça montre le succès des marques de champagne françaises. Et nous avons étendu notre périmètre, d'ailleurs à un domaine américain qui s'appelle Phelps, qui est un très très beau domaine en Californie. Et surtout, nous sommes maintenant, et ça date de quelques années, et ça a été renforcé très récemment, nous sommes les premiers producteurs de rosé de Provence. Et le rosé de Provence est un vin qui se développe beaucoup, notamment aux États-Unis, avec Château d'Esclans qui fabrique, qui vinifie ce formidable rosé qui s'appelle Whispering Angel, qui est numéro 1 du marché américain, et l'acquisition de Minuti qu'on vient de réaliser, et qui est aussi une marque absolument emblématique. Je passe à l'horlogerie qui continue sa grande vitalité, qui est dirigée par Stéphane Bianchi, avec une grande maestria, et qui fait que cette activité horlogerie est maintenant, puisque nous avons regroupé la joaillerie et l'horlogerie sous sa direction, qui est une activité très importante pour le groupe, qui est bien rentable et qui innove dans beaucoup de domaines, de l'horlogerie, de la joaillerie. Je parlais du magasin Tiffany qui est emblématique, mais il y a également des magasins Bulgari qui se sont ouverts et qui sont formidables. Et ces produits d'horlogerie sont aujourd'hui, pour l'essentiel, fabriqués dans nos ateliers. On a des ateliers d'horlogerie très impressionnants, à la fois chez Tagueillère, chez Zénith, chez Bulgari, et également d'ailleurs chez Vuitton, puisque chez Vuitton, c'est gens qui dirigent les montres, et qu'on a un grand succès avec des montres extraordinaires, mais qui se vendent en petite quantité, se vendent très cher. Je ne vais pas donner ici les prix parce que ce n'est pas l'objectif, mais il y a certaines séries où on en fait une dizaine, et avec des complications, des répétitions minutes, enfin bon, on ne va pas regarder tout ça maintenant en détail, mais c'est très impressionnant, et je crois que l'atelier Fabrique du Temps, c'est le nom de l'atelier à Genève des montres Vuitton, est très très impressionnant. Il est visitable d'ailleurs, donc si certains d'entre vous sont intéressés, on peut organiser des visites dans cet atelier qui est vraiment, je l'ai visité assez récemment, ça vaut le coup d'œil. On ressort de là vraiment très impressionné. Voilà. Chez Hublot également, il y a une collaboration avec Murakami, qui a très bien marché, qui s'est reproduite à plusieurs reprises, mais qui donne des montres magnifiques, et donc grand potentiel à la fois dans les montres et dans la joaillerie. Ensuite, j'en arrive à la distribution sélective. La distribution sélective avec Sephora en particulier, et Chris de la Pointée qui dirige cette activité de main de maître. Et Sephora connaît en ce moment, depuis l'année dernière, enfin bien avant aussi, mais de très très grands succès, une très bonne croissance, gagne des parts de marché, une très bonne croissance sur le marché américain. Et nous avons également lié à cela des marques qui sont exclusives, en tout cas au départ de leur lancement. Chez Sephora, par exemple, Fenty, qui est la marque qu'on a lancée avec Rihanna, qui était dans nos bureaux hier, avant-hier, et qui est venue au conseil d'administration. Elle est formidable, en dehors de son talent exceptionnel dans la musique. Elle regarde tout dans le détail, et sa marque se développe d'une manière incroyable, avec des taux de croissance encore cette année de près de 50% sur le marché américain. Ça en fait une des toutes premières marques
de maquillage aux États-Unis et en France aussi. Si vous allez dans le Sephora des Champs-Élysées, on voit la boutique Fenty, un attroupement toujours autour. Enfin, c'est assez impressionnant. Voilà. Nous avons... Bon, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas... on m'a dit d'être assez bref. OK. Alors... voilà. Tout ça... alors oui, je voudrais quand même souligner, mais M. Bouzoul l'a fait, au passage, quand même, hein, l'empreinte économique exceptionnelle, je trouve, du groupe LVMH. Hein, parce que, bon, évidemment, comme les affaires marchent bien, comme les résultats sont bons, comme le cours de bourse, ça j'espère que nos actionnaires sont contents, enfin, j'en suis sûr même, augmente pas mal. C'est pas garanti que ça reste toujours au plus haut, hein, mais enfin, pour l'instant, ça marche très bien. Évidemment, en France, on est critiqué. On dit, mais comment, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, pas possible, il y a quelque chose. Enfin, après on nous dit, comme disait M. Guéveny, mais ils ne doivent pas payer d'impôts. C'est l'inverse, c'est nous qui payons le plus d'impôts en France. Okay, après, on nous dit, mais est-ce qu'ils embauchent du personnel? Ben oui, oui, 15 000 personnes recrutées en 2022. Et en France, on a 40 000 employés, et avec tous ceux qui sont dans les sociétés qui travaillent pour le groupe, on est 160 000. J'entendais un homme politique, je ne vais pas faire de politique ici, enfin, quelquefois les gens sont assez inconséquents, qui disait l'autre jour, oui, oui, mais c'est une honte pour la France, tous ces groupes, etc. Puis le luxe, ils fabriquent des produits inutiles. Donc il faudrait supprimer l'activité. Très bien. Mais est-ce que ce monsieur sait de combien de salariés on parle en France? L'activité et le luxe, c'est 1 million de personnes. Voilà un homme politique, soi-disant responsable, hein, qui dit froidement, bon, supprimer une activité qui emploie 1 million de personnes. Je vous laisse juger. Donc, on ouvre des sites, j'en ai cité plusieurs en France. On investit plus d'1 milliard d'euros en France tous les ans. L'impôt sur les sociétés, vous en avez parlé. On paye 5 milliards d'impôts dans le monde et la moitié en France. Alors que 90% des produits fabriqués par le groupe sont exportés en dehors de France. Et voilà ce que je peux dire rapidement à ce sujet, mais M. Bouzoul l'a beaucoup mieux expliqué. Alors, ces réussites sont formidables, et je voudrais juste terminer ma petite présentation en vous disant, mais elle repose sur quoi? Elle repose sur les valeurs du groupe. Les valeurs du groupe, je tiens à les rappeler, hein, c'est d'abord la créativité, l'innovation, le fait que nous avons été capables d'attirer et de conserver et de travailler avec des créateurs parmi les plus influents, les plus doués et les plus exceptionnels de notre époque. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Faire travailler un polytechnicien, par exemple, avec un créateur, parce que quelquefois, il y a des clashs de culture. Je ne vais pas vous donner d'exemple ici, mais voilà. Mais c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut juger des capacités de l'ingénieur en question, hein, à s'adapter à l'entreprise à long terme. Parce que si le clash est trop fort, et ça m'est arrivé d'en voir qui ne résistent pas au choc, hein, et qui au bout de 6 mois disent non monsieur, on ne peut plus travailler avec quelqu'un qui n'arrive pas à leur rendez-vous, qui nous dit tiens, demain matin je pars en Namibie alors qu'on avait rendez-vous pour faire la collection. Enfin voilà, donc ça peut ne pas fonctionner, mais quand ça fonctionne, hein, le mélange entre cette créativité exceptionnelle et un certain esprit logique, parce que normalement les ingénieurs, enfin pas tous, mais ils ont un esprit assez logique, ça peut fonctionner. Deuxième valeur, c'est la recherche de l'excellence dans tout ce que l'on accomplit, et en particulier dans les produits, dans les boutiques, dans la façon de présenter nos produits, de les réaliser, de faire en sorte que les clients soient impressionnés. Je parlais des montres tout à l'heure, mais c'est valable pour la maroquinerie, c'est valable pour
nos produits de soins, c'est valable pour les parfums, c'est valable pour la joaillerie, les nouveaux produits de joaillerie qu'on a mis sur le marché chez Tiffany, par exemple, hein, que les clients soient impressionnés par la qualité des produits. C'est valable, évidemment, pour les vins qui sont toujours exceptionnels chez nous. La troisième valeur, bon, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est notre esprit d'entreprise. Là, je voudrais redire aussi que l'entreprise LVMH, ce n'est pas une entreprise normale. Enfin, c'est pas une société anonyme, hein, comme le sont certains. C'est une entreprise familiale, contrôlée par ma famille, et dans laquelle je tiens à ce que tous les participants soient considérés non pas comme des employés, non pas comme des exécutants, mais comme des membres de la famille, hein, que donc ils soient attachés au groupe comme nous, on est attachés à eux, hein, et que donc ils soient contents de ce qu'ils font. Évidemment, ils apportent leur savoir-faire, leur qualité, etc., au groupe, mais qu'ils se sentent dans un environnement qui s'occupe d'eux. Et là, Chantal va expliquer un peu comment on essaye de partager cet esprit familial avec l'ensemble de nos salariés pour qu'ils soient motivés. Et en même temps, on cultive l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire l'agilité, la réactivité, et on n'aime pas trop la bureaucratie. Voilà. Donc, il n'y en a pas trop, hein. Il y en a un petit peu, mais pas trop. Bon. Quand on doit s'occuper de problèmes juridiques ou de comptabilité, bon, il y en a forcément un petit peu, mais voilà. On essaye de les contenir vers l'efficacité. On y arrive, hein, parce qu'on a un directeur financier qui est très agile, hein, et qui réussit à faire fonctionner tout cela sans qu'on ait trop de rapports à remplir ou de dossiers à lire, chiffrés en tout cas, dans les détails. Et dernier point, c'est peut-être le plus important, c'est l'engagement du groupe, l'engagement vers le fait que le groupe ait un impact positif, avec un impact positif évidemment, et ça Antoine va y revenir sur toutes les questions majeures aujourd'hui d'environnement, d'écosystème, etc., mais également un sens des responsabilités vis-à-vis des territoires dans lesquels nous sommes engagés, responsabilité sociale, le fait qu'on embauche, qu'on construise des ateliers. On a des différentes fondations. On a par exemple cette fondation qui s'appelle LIFE, dont Chantal Montperlier va parler, hein, qui permet d'apporter notre pierre au fait de permettre à des gens qui sont sortis du système, hein, de s'y réinsérer. J'ai eu l'occasion, il y a 2 mois, de voir ça à Roubaix, c'est assez impressionnant, hein, le fait qu'on arrive à attirer à nouveau des gens qui sont complètement sortis du système, et 80% d'entre eux retrouvent un emploi. Bon, enfin, ça, c'est pas de notre activité, c'est une activité à laquelle on contribue, d'ailleurs qu'on a permis de bâtir, mais qui est très importante pour la motivation de nos équipes, savoir que le groupe, c'est pas seulement créer des produits, c'est pas seulement faire des résultats assez exceptionnels, mais c'est aussi avoir la responsabilité de prendre en charge son environnement et son environnement social. Voilà ce que je voulais brièvement vous dire, et maintenant je passe la parole à Chantal Gamperlé pour vous parler justement plus précisément, hein, de toutes ces questions de responsabilité sociale, de formation, de recrutement, etc., avant que Antoine vous parle de notre activité pour préserver l'environnement et comment on peut faire justement pour répondre à ce souci majeur aujourd'hui, hein, qui est de lutter contre le réchauffement de la planète. Merci beaucoup. Je vois 3 grandes tendances dans l'économie mondiale. Une tendance vers la fragmentation, l'importance accrue du changement climatique et aussi une tendance qui est due au changement technologique. Alors la fragmentation,
C'est dû principalement à la rivalité entre la Chine et les États-Unis, à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue commercial, technologique, monétaire. Dans cette tendance-là, il y a aussi l'effet de la guerre en Ukraine, avec un changement géopolitique assez important et un rééquilibrage vers la Chine. La guerre en Ukraine a aussi conduit à un choc inflationniste. La deuxième tendance, c'est la transition climatique et la perte de biodiversité. Il y a une grande partie des pays de la planète qui ont maintenant des cibles de neutralité carbone. Et pour pouvoir les atteindre, il va falloir innover. La troisième tendance est liée aux nouvelles technologies, en particulier à l'intelligence artificielle. Elles nous permettent d'être quasi omniscients, elles nous permettent d'être beaucoup plus rapides, mais cela veut aussi dire que l'éducation et la formation continue, la créativité des gens devient de plus en plus importante. Donc je crois que l'éducation est vraiment la clé pour le futur. Donc dans ce contexte de mutation profonde du monde, je vois trois grands enjeux pour les grandes entreprises. Le premier enjeu est lié à la fragmentation géopolitique et le fait que les chaînes de valeur et les chaînes de production vont être plus morcelées et qu'elles vont refléter plus les enjeux géopolitiques, les enjeux environnementaux et aussi les enjeux sociaux et un peu moins les critères économiques. Les grandes entreprises vont devoir s'adapter pour être résilientes dans ce nouvel environnement. Le deuxième enjeu est lié à la transition climatique et à la perte de biodiversité. Là, les grandes entreprises vont devoir être exemplaires et transparentes quant à leur consommation d'énergie et à leurs émissions de CO2. Et elles devront changer leur mode de production et aussi accompagner le changement de la consommation vers plus de sobriété carbone. Et finalement, le troisième enjeu est lié au changement technologique. Là, les entreprises devront accompagner leurs employés, accompagner leur changement de regard envers leur travail, plus de recherche de sens aussi dans leurs tâches. Les grandes entreprises devront aussi participer plus à la formation continue des adultes, au développement de la créativité, qui va constituer des enjeux majeurs pour la force de travail et les personnes impliquées dans le processus créatif et des entreprises dans les années à venir en raison des grands changements technologiques. Bonjour à toutes et à tous. Si 2022 a effectivement été une année record sur le plan financier, c'est également une année record en matière de ressources humaines. Le groupe a atteint 196 000 collaborateurs et nous avons recruté 61 000 talents en 2021. C'est une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente. Nous avons été particulièrement sensibles à la situation des jeunes qui ont été impactés par la pandémie et nous avions pris l'engagement d'en recruter 25 000 personnes de moins de 30 ans. En l'occurrence, notre objectif a été très largement dépassé puisque nous avons engagé 39 000 jeunes, dont 9 500 stagiaires et apprentis. Donc des recrutements records dans un monde, ça vient d'être dit, en constante mutation où le rôle de la formation, de l'éducation tout au long de la vie professionnelle est clé. Nous y consacrons des investissements importants et nous accompagnons nos collaborateurs par des programmes de développement et d'innovation. L'initiative DARE, par exemple, qui fait appel aux idées de nos collaborateurs, a ainsi généré en 5 ans plus de 2700 projets. Une cinquantaine sont en incubation actuellement et 20 ont déjà abouti et sont désormais opérationnels. La possibilité de se développer, de faire une carrière, fait partie des arguments qui attirent les talents. C'est absolument un atout de notre groupe qui s'est matérialisé l'an dernier, là aussi par un nombre record, avec plus de 6 500 mouvements de cadres en interne. C'est 17% en augmentation par rapport à 2021. Vous le savez, nos métiers, nos savoir-faire sont au cœur de notre réussite. Pour les faire connaître, afin aussi de susciter des vocations, nous sommes partis sur le terrain dans 5 villes de France, accompagnés par le basketteur international Tony Parker.
et nous avons pu y proposer plus de 1200 offres d'emploi. Nous terminons actuellement la seconde édition de cette tournée dont le succès ne cesse de croître. Monsieur Arnaud y a fait référence, nous avons aussi l'Institut des métiers d'excellence qui poursuit sa croissance également et a battu son propre record l'an dernier en accueillant 450 nouveaux apprentis par rapport à 350 en 2021, et ce, dans 7 pays. Cela porte le nombre total d'apprentis à 2000. On les forme à 30 métiers à travers 42 programmes depuis la création de l'Institut en 2014. Ces réalisations s'appuient sur un socle de conviction, sur des valeurs qui caractérisent notre vision et notre politique ressources humaines. La vision long terme, la méritocratie, l'engagement et la diversité et l'inclusion. À ce sujet, nous progressons sur le développement des femmes dirigeantes avec 45% d'entre elles qui occupent des postes clés et 18 femmes à la tête de nos maisons. Et nous avons pris un engagement global sur l'égalité salariale à l'horizon 2025. Nous avons recensé pas moins de 130 actions et initiatives pour l'équité des genres et l'inclusion au sein du groupe et de ses maisons, et nous avons notamment formalisé notre engagement par la signature de la charte LGBT+, de l'autre cercle. Je vous parlais de notre vision long terme. Les engagements de responsabilité sociale que nous prenons l'attestent. Nous renforçons nos actions année après année et nos résultats sont en progrès constant. J'aimerais vous donner l'exemple de Live. Live a été créé à la demande de M. Arnaud en 2019. C'est l'Institut des vocations pour l'emploi. Et Live propose une démarche de formation, d'accompagnement, une pédagogie originale et personnalisée afin effectivement de ramener vers l'emploi des personnes qui n'ont aucune formation et qui étaient exclues de tout circuit. Nous avons ouvert depuis 2019 4 campus en France, d'abord à Clichy-sous-Bois, ensuite à Valence, à Roubaix, et le mois dernier, nous avons ouvert à Marseille. À fin 2023, ce seront 1100 personnes qui auront été accompagnées et nous sommes fiers des résultats obtenus puisque nous avons un retour vers l'emploi de ces personnes à plus de 80%. En ce qui concerne la santé et la sécurité de nos collaborateurs, le comité exécutif du groupe et les présidents ont signé en 2021 la charte santé et sécurité qui donne l'assurance d'un environnement de travail de qualité à nos salariés. Cet engagement, cette mobilisation ont permis d'améliorer nos indicateurs santé et de réduire de manière significative les accidents du travail. Enfin, excellent résultat également de notre LVMH Heart Fund, donc ce fonds du cœur que nous avions créé en 2021 pour venir en aide aux salariés confrontés à un accident de la vie, à l'adversité. Et l'année dernière, cela nous a permis d'aider 4000 collaborateurs dans 50 pays qui ont bénéficié d'une aide financière ou d'un soutien social et psychologique. Mesdames et messieurs les actionnaires, dans un marché de l'emploi extrêmement concurrentiel, en tension de compétences, il est essentiel de prendre soin de notre capital humain. Ce sont les femmes et les hommes qui font la différence. C'est notre conviction chez LVMH et ils l'ont démontré une fois de plus l'an dernier. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole. Ah, il y a un petit clip et ensuite je passe la parole à Antoine. Nous déclarons ouverte la 5e édition des Journées particulières.
Bonjour à tous. C'est émouvant de revoir les images de ces journées particulières. Je rappelle que 200 000 personnes ont franchi le seuil de nos portes pendant ce week-end. Et je crois que c'est un événement assez unique au monde. Voilà. Alors, il y a 2 ans, fort d'une expérience de plus de 30 ans en faveur de l'environnement, nous lancions une nouvelle stratégie qui s'appelle Life 360, avec des plans d'action à la fois pragmatiques, ambitieux, concrets sur la biodiversité, le climat, l'économie circulaire et la traçabilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous l'état de notre avancement en soulignant d'abord un résultat dont je suis fier. L'environnement est désormais l'affaire de tous dans votre groupe. La totalité des 75 maisons de LVMH a un plan d'action dédié qui contribue à Life 360 avec des engagements clairs pour 2023, 2026 et 2030. Toutes les fonctions opérationnelles sont mobilisées. Les fonctions achat veillent à l'empreinte environnementale des matières qu'ils achètent. La logistique se préoccupe d'un acheminement moins carboné de nos produits. Les départements IT œuvrent pour un numérique responsable. Les studios de création utilisent des fibres recyclées ou des chutes de cuir pour des produits aussi durables que désirables. Nos 196 000 collaborateurs partout dans le monde adoptent les gestes de la sobriété environnementale et sont formés aux nouvelles techniques comme celle de l'éco-conception. Cette mobilisation se traduit par des résultats visibles. Le tour du monde de nos actions les plus emblématiques en témoigne. Sur la biodiversité, axe majeur de Life 360, nous limitons notre impact sur la nature et nous cherchons aussi à la régénérer. En Turquie, avec Stella McCartney, Fendi ou Louis Vuitton, nous accompagnons nos fournisseurs de coton à passer à l'agriculture régénératrice avec, en 2 ans, des résultats tangibles. Moins d'eau consommée, moins d'intrants et une qualité des sols nettement améliorée. Au Tchad, nous contribuons à la lutte contre la désertification en aidant des centaines de cultivateurs à déployer des méthodes de production durables du coton dans le cadre de la Circular Bioeconomy Alliance créée en 2020 par Sa Majesté le roi Charles III, lorsqu'il était alors prince de Galles. En Australie, nous aidons nos fournisseurs de laine mérinos à pratiquer un élevage qui régénère les pâturages, tandis que Louis Vuitton a signé un partenariat avec People for Wildlife pour contribuer à la préservation de l'habitat naturel sur 400 000 hectares. En France, à Grasse, Parfums Christian Dior cultive les roses avec d'autres espèces végétales pour améliorer la qualité des sols. En France toujours, notamment en Champagne, Moët Hennessy poursuit son programme Living Soils et généralise la pratique du couvert végétal au sein de ses vignobles. En Amazonie équatorienne et péruvienne, nous contribuons à la restauration de la couverture forestière tout en soutenant le développement d'une économie locale autour notamment de la médecine naturelle. En Amazonie toujours, cette fois au Brésil, dans le cadre de notre partenariat avec l'UNESCO, nous soutenons un programme de reforestation en interaction avec les communautés locales. Mon équipe en revient et je dois dire que les témoignages des populations rencontrées prouvent de manière éloquente et souvent émouvante l'utilité de ce type d'action. Agir pour la biodiversité, c'est aussi agir pour le climat, car les forêts et les sols de qualité sont de vrais puits de carbone. Il y a bien sûr d'autres moyens pour participer à l'effort climatique. Dès septembre 2022, nous nous sommes mobilisés pour la sobriété énergétique en annonçant un plan de réduction des consommations électriques dans nos boutiques, dans nos ateliers et sur tous nos sites. Ce plan a eu des effets immédiats. Chez Sephora, par exemple, en France, nous avons réduit de 19% la consommation électrique dans les magasins et bureaux entre octobre et décembre 2022. Nous ne laissons rien au hasard. Le management énergétique des boutiques, lorsqu'elles sont dans des malls, est beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi nous avons signé un partenariat inédit avec un propriétaire de centres commerciaux de premier rang en Chine qui s'appelle Hanglong, qui prévoit des actions communes de sobriété énergétique. Autre poste d'émissions carbone sur lequel nous agissons, celui du transport aval. Louis Vuitton est l'un des premiers acteurs mondiaux du SAF, le Sustainable Aviation Fuel, ce biocarburant qui rend possible une réduction de 80% des émissions de CO2 par rapport au kérosène fossile. Notre action sur la biodiversité et le climat concourt à l'amélioration de l'empreinte environnementale de nos produits, dont la désirabilité se conjugue donc avec durabilité. Christian Dior Couture a lancé une collection Hommes en collaboration avec l'ONG Parley for the Oceans. La totalité de la collection est développée à partir de textiles à haute performance, issus du recyclage de débris plastiques marins collectés sur les îles à travers le monde. Guerlain a réinventé son emblématique collection Aqua Allegoria en réduisant l'empreinte carbone de 60% grâce au système de recharge. Après la seconde peau de Ruinart, c'est au tour de Veuve Clicquot
de créer un packaging décarboné d'un nouveau genre, fabriqué de chanvre et de papier recyclé. Nona Source, qui est notre plateforme de revente de textiles inutilisés dans nos maisons, a confirmé son statut d'accélérateur de circularité. Dans l'univers de la mode, ce sont plus de 190 000 mètres carrés de tissus qui ont été upcyclés en 2022. L'impact de ces actions se mesure. En 2022, nous avons préservé ou réhabilité 1 370 000 hectares d'habitat, de faune et de flore. La croissance du groupe s'accompagne d'une baisse de son intensité carbone par rapport à 2019. 11% d'émissions de carbone liées au scope 1 et 2 en moins, et moins 15% de celles liées au scope 3. Les taux de certification de nos principales filières d'approvisionnement par des standards exigeants garantissent le respect des principes éthiques, ont enregistré des progressions significatives en 2022. Vous le savez, la durabilité relève du progrès continu et bien sûr, beaucoup reste à faire. Mais l'obtention du triple A, eau, biodiversité, climat, dans la notation du CDP, nous conforte dans notre stratégie Life 360 et c'est avec plaisir que je vous en partagerai chaque année l'état d'avancement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant au commissaire aux comptes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les actionnaires, bonjour. Au nom du Collège des commissaires aux comptes, les cabinets Deloitte et Mazars, j'ai le plaisir de vous présenter les conclusions de nos travaux. Les rapports que nous avons établis à votre attention au titre de l'exercice 2022 ont été mis à votre disposition en amont de cette Assemblée générale. Aussi, je propose de vous en résumer les points essentiels. Nos rapports sont au nombre de 7. Un rapport sur les comptes annuels, un rapport sur les comptes consolidés, un rapport sur les conventions réglementées et enfin 4 rapports sur des opérations concernant le capital social. Je commencerai par notre rapport sur les comptes annuels qui fait l'objet de la première résolution. Ces comptes sont préparés selon les principes comptables français et nous avons considéré que l'évaluation des titres de participation et les provisions pour risques et charges étaient les points clés de l'audit. En conclusion de nos contrôles, nous avons certifié les comptes annuels sans réserve ni observation. Concernant les comptes consolidés, qui sont préparés selon le référentiel IFRS, nous avons considéré que les 3 sujets suivants étaient les points clés de l'audit. L'évaluation des actifs immobilisés, l'évaluation des stocks et des encours, et les provisions pour risques et charges et pour positions fiscales incertaines. En conclusion de nos contrôles, nous avons certifié les comptes consolidés sans réserve ni observation. Concernant maintenant la 4e résolution de votre Assemblée générale, nous avons émis un rapport sur les conventions réglementées. Aucune nouvelle convention réglementée ne nous a été signalée au cours de l'exercice écoulé. Les conventions que vous avez approuvées au cours des exercices antérieurs et qui se sont poursuivies en 2022 sont présentées dans notre rapport. Enfin, au titre de la partie extraordinaire de votre Assemblée générale, nous avons émis 4 rapports concernant des résolutions susceptibles d'affecter à l'avenir votre capital social. Il s'agit d'opérations de réduction de capital, d'augmentation de capital, d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'options au profit des salariés et ou dirigeants mandataires sociaux, et d'une opération d'augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise. Nos rapports ne comportent ni remarques ni observations particulières sur ces opérations qui s'inscrivent dans les conditions prévues par le Code de commerce. Mesdames et Messieurs les actionnaires, Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention.
Bon, mesdames, messieurs, avant de passer aux questions, je m'aperçois que j'ai oublié 2 points. Le premier étant le plus important, c'est de remercier Sidney Toledano, qui est avec moi depuis plus de 20 ans. Hein, oui, plus de 20 ans. Près de 30. Je ne voulais pas quand même accentuer vos cheveux blancs. Et donc, je voulais souligner ici le travail exceptionnel qu'il a fait. Il ne va pas partir, hein. Non, il est appelé à d'autres fonctions. Mais le travail qu'il a fait, qui était formidable, à la fois quand il a dirigé Christian Dior, puisqu'il dirigeait Christian Dior pendant une longue période, hein, et quand, comme il est encore chargé du Fashion Group, dans lequel d'ailleurs auquel appartiennent toute une série de marques, dont celle que j'ai citée, et Céline. Hein, et voilà. Et maintenant, on va continuer à travailler ensemble dans un autre cadre. Voilà, je n'en dirai pas plus, je vous en parlerai l'année prochaine. En tout cas, un grand merci, Sidney, pour votre travail formidable pendant toutes ces années. Merci beaucoup. Et une autre petite chose aussi que je voulais souligner, j'ai oublié, dans les marques un peu plus petites, il y en a une qui brille aussi en ce moment, c'est Berluti, des souliers formidables. Donc je vous invite tous, hein, surtout des produits pour hommes, hein, à aller visiter les boutiques et éventuellement essayer des souliers, vous verrez, c'est formidable. Je me rappelle la première fois quand on a racheté cette entreprise, il y a aussi assez longtemps, j'ai été allé visiter et à l'époque il y avait la fondatrice Olga Berluti qui était dans la boutique. Et je dis, j'aimerais bien essayer vos souliers. Très bien, donc je m'assieds, enlevez vos souliers que vous avez là. Elle regarde mon pied, elle part, sans rien d'autre me demander, sans prendre de mesure, rien du tout. Hein, à l'œil, elle est revenue avec le soulier qui est parfaitement bon pour mon pied. Alors, je me suis dit, ça, c'est quand même extraordinaire, donc on a racheté l'affaire. Hein, et depuis... Elle était vendeuse, hein, bien sûr. Bon. Et depuis, bon, c'est souliers parmi les plus beaux du monde. OK, alors maintenant, on va passer aux questions. D'abord, je passe la parole à Tony, parce qu'il y a quelques questions écrites hein, auxquelles il va répondre. Et avant de prendre les questions de la salle, s'il y en a, parce qu'il y a quand même un buffet, n'est-ce pas? Il n'y a pas de buffet? Oh! Il n'y a pas de buffet. Non, mais le sens de l'économie de direction financière est extraordinaire. Bon, je ne vais pas demander s'il y a un cadeau, parce qu'il risque de dire non. Ah, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Voilà, il y a quand même un cadeau. Bon. OK. Tony. Bonjour à toutes et tous. Je vais répondre maintenant à quelques questions représentatives des thèmes qui ont retenu vos attentions et qu'on a reçus par écrit. Première question reçue concerne notre politique commerciale. Quelle est votre stratégie de développement en ce qui concerne le commerce et marketing omnicanal pour les différentes maisons? Le monde digital fait partie de nos vies désormais en s'ajoutant au monde physique. La fusion de 2 dimensions est consommée. Les contacts entre nos maisons et nos clients reflètent cette réalité. Les réseaux sociaux sont des lieux d'information, de découverte et partage. Les défilés, les événements, les magasins, des moments uniques d'expérience. Les 30 montagnes de la maison Dior déjà citées est à la fois boutique, musée, restaurant et hôtel, un lieu véritablement magique. L'intégration de 2 dimensions offre une opportunité d'expression plus riche à nos maisons. Le développement de nouvelles technologies digitales, y compris la valorisation des données et l'intelligence artificielle, permettra de personnaliser l'offre de plus en plus et rendre les transactions plus fluides. Les magasins, les événements continueront de se dépasser en créativité pour offrir des moments d'émotion, des expériences à partager sur les réseaux sociaux et pour nourrir la désirabilité de nos marques. Le nouveau landmark de Tiffany dont on a déjà parlé, la semaine prochaine, en sera le meilleur exemple. Une deuxième question reçue porte sur la valeur créée par les groupes. Quelle est la valeur que l'entreprise a créée
quelles mesures comptez-vous prendre afin de mieux partager la valeur au bénéfice des salariés? La valeur ajoutée est ce qui correspond à la valeur que l'entreprise crée. Ce n'est pas la richesse d'une entreprise, ce n'est pas son profit. C'est un peu plus complexe, puisque cela correspond à la différence entre les ventes et les consommations intermédiaires, c'est-à-dire ceux dont nous avons besoin pour produire, comme par exemple les matières premières. Mais la valeur ajoutée, c'est aussi la contribution du groupe au produit national brut mondial. Pour le dire autrement, c'est notre capacité, par exemple, à transformer un morceau de cuir en un produit durable et iconique. Pour reprendre les chiffres 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 79 milliards d'euros. La valeur ajoutée du groupe, quant à elle, a été en 2022 de 38 milliards d'euros. Mais cette somme ne constitue qu'un point de départ, puisque sur ces 38 milliards, nous n'avons pas encore payé nos collaborateurs, ni acquitté nos impôts, ni investi. Attardons-nous donc sur la répartition de ces 38 milliards d'euros dans le détail. 9,6 milliards, soit environ un quart de 38 milliards, sont réinvestis dans les filières, dans nos métiers et dans les territoires. En clair, c'est ce qui nous permet, par exemple, d'ouvrir de nouvelles manufactures en France et en Italie, à l'image de ce que nous avons fait en 2022 avec Louis Vuitton à Vendôme ou avec Fendi près de Florence. Cela peut évidemment servir à des investissements futurs pour renforcer encore nos capacités de production ou à préserver des savoir-faire qui ont une valeur immatérielle unique lorsqu'il concerne la conception et la fabrication de nos produits. Deuxième élément, plus de 11,2 milliards, soit quasiment 30% de cette valeur ajoutée, reviennent directement aux salariés sous forme de salaire, mais également de primes ou encore d'intéressement et participation en France notamment. Troisième composant, 9,4 milliards d'euros encore, soit toujours environ un quart de cette valeur ajoutée, reviennent aux États sous forme d'impôts divers. Je rappelle d'ailleurs que, comme déjà cité, nous sommes le premier contributeur de l'impôt en France et le premier contributeur à l'impôt sur la société. Enfin, dernier élément, le reliquat, soit autour de 20% de cette valeur ajoutée, reviennent aux actionnaires essentiellement sous forme de dividendes. Il faut noter sur ce sujet une forme de réserve du groupe, car nous avons toujours veillé à maîtriser la croissance du dividende. Telle est la réalité de la contribution de notre groupe qui démontre le grand équilibre dans la répartition de la valeur ajoutée entre les collaborateurs, l'État, l'entreprise et les actionnaires. Cela témoigne de notre engagement vis-à-vis des collaborateurs, dont je salue l'extraordinaire et indispensable travail, mais également, je le crois profondément, vis-à-vis de la société dans son ensemble, en particulier en France. Le tout en supportant bien évidemment la croissance à long terme, qui est notre principale préoccupation et la condition sine qua non pour poursuivre tous nos engagements. Enfin, une troisième question a été reçue de la PETA, People for Ethical Treatment of Animals, qui nous demande si nous allons renoncer à l'utilisation de la fourrure et des peaux exotiques. C'est une question récurrente de leur part. Notre position sur ces questions n'a pas évolué depuis les dernières questions de la PETA à ces sujets et posées lors de l'Assemblée générale 2022. Chez LVMH, nous sommes convaincus que les matières premières naturelles constituent un bien précieux. Elles sont en fait au cœur des produits exceptionnels et durables de nos maisons. Notre parti pris est celui de la liberté du choix. Une partie de nos clients continue de désirer et d'acheter ce type de produits. Nos maisons peuvent ainsi sélectionner les matières
qu'elles utilisent dans leur processus de création, mais elles doivent le faire en respectant scrupuleusement notre charte relative à l'approvisionnement responsable en matières premières animales. Pour établir ces documents, nous avons travaillé avec un comité scientifique composé d'experts indépendants. La charte définit les plus hauts standards et engagements à long terme dans 3 domaines: la traçabilité des approvisionnements, le bien-être animal et le respect des populations locales, de l'environnement et de la biodiversité. Dès 2019, notre charte fixait un objectif de traçabilité de 100% d'ici à 2025 pour ces matières premières. Par ailleurs, nous continuons d'étudier toutes les solutions alternatives, notamment celle du cuir végétaux. Nous travaillons en ce sens avec de nombreuses start-up, dont Milo, Mycoworks ou la start-up Deserto, qui a remporté les Innovation Awards de LVMH en 2020 pour son cuir réalisé à partir du cactus. Stella McCartney est à la pointe de ce développement et d'autres maisons travaillent avec des institutions scientifiques pour trouver des solutions vertueuses à partir de matériaux alternatifs. Je vous remercie. Bon, mesdames, messieurs, maintenant nous allons répondre à vos questions, si toutefois il y a des questions. Étant donné que l'ordre du jour des votes, des résolutions est assez important, on essaiera de prendre des questions pendant 10-15 minutes. Alors, commençons par la question 5 qui est là-bas. Je vous demanderai de bien vouloir vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. De Soulanges pour l'APAI, l'Association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel. Tout d'abord, bravo pour les résultats. Les actionnaires ont bien évidemment le choix pour acheter leurs actions, mais je dois dire que l'action LVMH a maintenant un véritable critère de désirabilité. J'en viendrai à mes 3 questions très rapides. Qu'attendez-vous en termes de retombées financières de la signature du contrat avec Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de Paris 2024? Ma deuxième question, la relance de la marque horlogère Gérard Genta signifie-t-elle que vous allez vous concentrer sur la production de grandes complications en petite quantité? Et ma troisième question, pour revenir sur vos baskets, l'année passée, vous aviez déclaré que vendre des baskets virtuelles n'était pas un axe de développement. Or, finalement, LVMH a décidé d'intégrer le marché encore balbutiant des NFT, les Non-Fungible Tokens, les actifs digitaux liés à des objets réels. Est-ce parce que c'est une forme de rempart contre la contrefaçon, les NFT étant des certificats d'authenticité totalement inviolables, ou est-ce à cause d'un tel engouement qu'il est impossible de passer à côté? Je vous remercie pour les réponses. Alors, première question concernant les Jeux Olympiques. Le contrat dont vous parlez n'est pas signé. Il est en discussion. Et comme dans toute discussion, il peut se terminer par une signature ou non. Voilà. Donc, suite au prochain numéro. Concernant Gérard Genta, c'est une marque emblématique dont le groupe est propriétaire depuis le moment où on a racheté la marque Bulgari. Cette marque a été transférée à Vuitton, à la Fabrique du Temps. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a déjà, je peux vous dire une chose qui est quand même assez étonnante, sans avoir encore présenté le produit. On a déjà, pour le premier modèle, qui va être fabriqué, je crois, une centaine d'exemplaires, à peu près, tout est déjà vendu. Donc des clients sont tellement intéressés par le savoir-faire de la Fabrique du Temps, qui maintenant est reconnu mondialement comme un des meilleurs ateliers de fabrication de montres de la meilleure qualité au monde, et par cette marque
dont le créateur, c'est quand même lui qui a créé, on peut parler de certains concurrents qui sont extraordinaires aussi. Il a créé la montre Audemars Piguet, il a créé la Nautilus de Patek. C'est un plus grand créateur de montres qui ait jamais existé. On a eu la chance, en rachetant sa marque, de racheter aussi toute l'histoire et toutes les archives, et donc on a là un patrimoine extraordinaire, donc je suis très confiant sur l'évolution de cette marque. Quant au basket, on ne vend pas de basket virtuel, on vend en NFT un vrai basket avec son NFT. C'est-à-dire comme dans certaines bouteilles de vin, vous pouvez acheter la bouteille de vin sous la forme d'un NFT ou la bouteille de cognac. La maison vous le garde le temps où vous voulez le laisser dans les caves. Et le jour où vous avez envie soit de revendre la bouteille, soit de la déguster, vous transformez le NFT virtuel dans la bouteille réelle dont vous êtes propriétaire. Voilà le schéma. Est-ce qu'il y a une autre question? Numéro 1. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames, Messieurs les actionnaires. Bonjour. Je voudrais vous féliciter pour votre formidable résultat. Et puis, vous remercier aussi de ne pas avoir fait le même jour que L'Oréal, parce que 99% des actionnaires LVMH sont également actionnaires L'Oréal. Ah, formidable. Bon, il y a Hermès aujourd'hui, mais on ne peut pas être partout. Ah. Je vois dans le journal Les Échos que l'Inde va dépasser la Chine. Quelles sont vos perspectives en Inde? Il y a beaucoup de misère en Inde, mais il y a aussi des millionnaires, comme dans tous les pays. Je vous remercie de votre réponse. L'Inde va dépasser la Chine en nombre d'habitants, mais pas en produit national brut. C'est-à-dire que pour l'instant, malheureusement, comme vous le soulignez, l'Inde est un pays très pauvre, contrairement à la Chine, qui a connu une très grande réussite économique depuis les 30 dernières années. Et donc, ils sont loin de pouvoir acquérir nos produits, comme c'est le cas en Chine. Et d'ailleurs, on a fait un défilé en Inde, parce que c'est un pays qui est parmi les plus emblématiques du savoir-faire, notamment dans les soieries. Mais ce n'est pas un pays où, aujourd'hui, le niveau de vie global permet d'avoir un réseau de boutiques de produits de luxe. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, s'il n'y a plus de questions... Si, il y a encore une question. Là-bas. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, Jean-Pierre Sequet du Pardon, actionnaire individuel. Tout d'abord, bravo et merci pour non seulement vos résultats, mais aussi votre présentation de ce matin. J'aurais une petite question très ponctuelle et peut-être un peu technique. Quand on regarde le cours de l'action LVMH, elle cote presque 900, et ce matin, elle est en hausse dans un marché qui baisse. Donc il serait inconvenant de s'en plaindre, surtout de la part des actionnaires anciens comme moi qui comparent avantageusement ce cours à leur prix d'achat. Toutefois, pour reprendre l'expression de M. Soulanges, cette action devient désirable et peut-être un petit peu lourde, pour parler comme en termes financiers. Donc envisagez-vous une division du nominal ou en jargon financier un split pour rendre cette action désirable un petit peu plus accessible? Merci pour votre réponse. Alors, cher monsieur, cher actionnaire, je vais vous décevoir, mais on pense ici que la désirabilité est proportionnelle à la valeur. Donc, je n'envisage pas de réduire. On est dans l'action est aussi un produit de luxe. Voilà.